Monsieur le Premier ministre, au moment où la colonisation connaissait son plein essor, vous, enfant de la colonie du Sénégal, débarquez en France pour y boucler le cycle secondaire, y décrocher le bac et y faire des diplômes d'enseignement supérieur, puis le concours de l'ENFOM. Convenez avec moi que ce parcours est très privilégié à l'époque. Il était privilégié et il était exceptionnel en même temps. Et c'est pourquoi, quand mon père m'envoyait là-bas, il m'a donné quelques conseils. Il m'a dit, Habib, tu vas dans un pays qui n'est pas le tien. Ça, il faut que tu le saches. Tu vas dans un pays qui n'est pas le tien pour chercher quelque chose. Quand tu reviendras ici, il faut que tu reviennes avec cette chose-là, c'est-à-dire ton diplôme. Et tu es musulman, suis ta religion. Ne bois pas et tout ira bien. Et quand tu reviendras, tu verras les choses que tu es allé chercher, tu les auras. Mais quels étaient vos moyens quand on sait qu'Abdoulaye Wade, Douta Seck, etc. ont bénéficié des bourses municipales de Lamine Gueye? Vous, vos moyens provenaient d'où? Moi, c'était surtout mon père. Mon père avait des moyens et il avait décidé de m'envoyer. Et puis bon, à l'époque, j'avais pu bénéficier au départ d'une bourse de la municipalité aussi d'ailleurs. Ah bon? Oui, mais qui a été supprimée tout de suite parce que le gouverneur général ici s'était rendu compte que j'avais quelques moyens. Alors il piquait les jeunes qui avaient des moyens pour les pousser. Et c'est ainsi donc que j'ai pu avoir une bourse de l'AOF ensuite pour aller en France. Et je suis allé en France et j'ai commencé mes études tranquillement en me rappelant toujours des conseils que mon père m'avait donnés. C'est donc votre immersion dans le milieu français qui explique votre français châtié, parce qu'on a vu la qualité du livre que vous avez publié Oui. par devoir et par amitié. Ça c'est vrai. Une maîtrise de la langue de Pagnol qui surprend les gens d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Bon, je suis resté en France 10 ans. Hein. Je suis resté en France. J'ai fait ma troisième en France. Troisième, seconde, première, philo. Terminale. Et puis ensuite la préparation à Colo, au lycée Louis-le-Grand. Et puis la faculté de droit de Paris. Bon, j'ai fait donc, j'étais immergé justement dans le milieu français. Et j'avais eu la chance d'avoir fait du latin quand j'étais dans le secondaire. Et les professeurs que j'avais eus ont beaucoup insisté sur le fait que le latin nous servirait un jour. Au départ, je n'étais pas convaincu, mais par la suite, je me suis rendu compte que c'était une excellente chose d'avoir fait le latin. Ça m'a permis d'avoir une meilleure maîtrise, une plus grande maîtrise du français. Il y a un autre ministre qui a fait le latin, Kader Fall. Oui, Kader aussi, il était formidable. Un grand latiniste. Il était formidable, Kader. Ah oui. Ah oui. Il avait fait le latin, absolument. Le latin. Et quelques-uns d'entre nous avaient fait le latin aussi. Et c'était quelque chose de formidable parce que au départ, c'est très difficile le latin parce que c'est une langue à déclinaison, une grammaire difficile et autres, etc. On n'était pas habitué à ça. Et progressivement, on a appris. On a eu une plus grande maîtrise du français grâce au latin. Et ensuite, on a bien vu que, du point de vue des mots, du vocabulaire, le fait d'avoir fait du latin était une clé. Était une clé, n'est-ce pas, pour ouvrir beaucoup de portes. Et c'est ça. Et c'est ça, effectivement. Et ensuite, quand j'ai fait du droit, le droit français repose sur le droit romain, essentiellement. Alors, on retrouvait aussi là des éléments qui consolidaient ce que j'avais pu apprendre ici au Sénégal et ce que j'avais pu apprendre en France. Donc les rigueurs de la colonisation pure et dure, c'est-à-dire le fameux clivage entre les citoyens français et les sujets français, ces affres-là, vous ne les avez pas connues, sauf peut-être par la littérature. Non, je les ai connus. Comment? Je les ai connus sur un autre plan. Parce que quand j'ai quitté le Sénégal, j'avais 17 ans, j'étais très jeune. Et j'étais avec mes parents, mon père, ma mère, qui me couvaient. Et quand je suis arrivé en France, évidemment, j'ai découvert quelque chose de très nouveau. Et rapidement, j'ai vu qu'au lycée où j'étais, par exemple, les gens me regardaient de travers. Mais je me suis souvenu de ce que mon père m'avait dit. Il m'avait dit, tu vas dans un pays qui n'est pas le tien. Il faut donc que tu te défendes.
Et j'ai travaillé, et j'étais parmi les meilleurs élèves. J'ai décroché plusieurs prix d'excellence en France. Et puis ensuite, une parenthèse. Mon père, quand j'étais très jeune, il avait dit à ma mère, c'est lui qui t'enverra à la Mecque. Ma mère se retourne vers mon père, lui dit quoi? Ce jeune-là? Mais. Mon père lui dit, c'est lui qui t'enverra. Et ça, je l'avais en tête. Et il se trouve qu'à l'époque, à l'École nationale de la France d'Outre-mer, on était considérés comme fonctionnaires de la France d'Outre-mer. Mais justement, pourquoi vous avez fait l'École nationale de la France d'Outre-mer? Parce qu'il y avait les charmes du commandement territorial? Non, c'était pas ça. C'était le fait que mon père avait dit à ma mère, c'est Habib qui t'enverra à la Mecque. Or, à l'époque, la bourse était de 25 000 francs CFA. Et quand vous entriez à l'École nationale de la France d'Outre-mer, dès la première année, vous aviez 80 000 francs comme salaire chaque mois. Donc il n'y avait pas de vocation? Non, je n'avais pas de vocation à être administrateur. Pourtant, en ce moment, le livre d'Henri Labouré faisait fureur. Labouré, qui était l'un des chevaliers de l'Empire, il était commandant de cercle dans le pays Lobi, en Haute-Volta. À l'époque, son livre était à la mode. Je n'ai jamais eu une vocation dans ce genre-là. Ma vocation était d'aller en France, comme mon père m'y avait envoyé, de travailler, de décrocher les diplômes que j'avais. Et ensuite, le hasard a fait que j'ai fait du sport. Et là aussi, je me suis bien défendu puisque j'ai été 2 fois champion de France. J'ai été à l'époque 12 fois intégré dans l'équipe de France d'athlétisme. Et j'ai eu la médaille de bronze aux Jeux universitaires mondiaux de Paris et la médaille de 4 fois 100 mètres, la médaille d'or dans l'équipe de France. Donc, ma vocation, c'était vraiment mes études, d'une part, et d'autre part, le sport que je faisais. Et j'ai mélangé les deux, et ma foi, Dieu merci, j'ai pu réussir les deux choses en même temps. À propos de l'ENFOM, il y a 2 célèbres élèves qui sont brevetés de l'ENFOM comme vous, Daniel Kabou et Abdou Diouf, qui sont restés d'ailleurs vos amis. Oui, tout à fait. Comment vous les avez connus? En France ou par hasard? Pour Abdou Diouf, c'est très simple. Le concours d'entrée à l'École nationale de la France d'Outre-mer était passé par des étudiants qui étaient ici au Sénégal et par des étudiants qui étaient en France. Moi, j'étais en France et je savais que si je réussissais ce concours-là, j'allais augmenter mes revenus. Mon père était décédé entre-temps. Donc, en augmentant mes revenus, je pouvais plus vite envoyer ma mère à la Mecque. Voilà quelle était mon ambition. Et je l'ai tenue parce que mon père avait dit ça. C'était le fil conducteur. Voilà, c'est le fil conducteur. Et moi, j'ai une profonde admiration pour mon père qui m'a poussé, qui a eu confiance en moi. Et voilà. Donc c'est sur place que vous avez connu Abdou Diouf, parce qu'Abdou Diouf a fait sa licence ici à Dakar. Il a fait sa licence avant ici. D'aller à l'ENFOM. Non, il a terminé sa licence en France. Mais il l'a entamé ici. Ici, il a fait les 2 premières années, parce que pour entrer à Colo, il fallait avoir les 2 premières années de droit. Il a fait les 2 premières années ici, et puis ensuite, il est entré à Colo avec le concours. Moi-même, je suis entré avec le concours. Et Abdou est entré major. Pendant ce temps-là, moi, je faisais du sport. Bon. Et Daniel Kabou? Daniel Kabou, dans quelles circonstances? Il était un peu notre aîné. Toujours à l'ENFOM? Oui, il était déjà sorti. Déjà sorti? Il était déjà sorti. Quand on est arrivé, nous, Daniel Kabou était déjà sorti. Donc, c'était un peu notre aîné. Alors, mais l'amitié, c'était surtout avec Abdou Diouf. Notamment, parce qu'on s'est connus comme ça, par hasard. Donc, il était major, moi, j'étais dans le tas, comme on dit. Et puis, à la sortie, il était encore major. Et moi, j'étais deuxième. Je suis sorti deuxième de Colo, derrière Abdou Diouf. Il y avait un écart de 0,2 points entre nous. C'est intéressant, ça. 0,2, pas plus. Ça, c'est anecdotique. C'est l'anecdote, mais c'est pas très connu, parce qu'on n'en parle pas. Mais c'est ça la réalité. Et on a construit notre amitié sur cette base-là. Puis bon, quand on est venu ici,
On a commencé à travailler et on a passé le cap le grand conflit entre Senghor et... On y reviendra. En tant que musulman, vous avez une haute idée du destin. Alors, à ce propos, que vous inspire un peu justement les grimaces du destin, à travers vos parcours respectifs d'ailleurs. Abdou Diouf devient président de la République et Daniel Kabou devient votre directeur de cabinet un peu plus tard. Vous voyez que donc Dieu a bien distribué les destins à sa guise. On peut dire ça, mais Daniel Kabou n'a pas été mon directeur de cabinet. Ah si, quand vous étiez Premier ministre? Non. Avec rang de ministre? Non. Ah, qu'est-ce qu'il était conseiller spécial? Dans mon cabinet, quand j'étais Premier ministre, il était dans mon cabinet comme conseiller technique. Après, conseiller spécial? Oui, comme conseiller spécial. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais... Donc, qui était le directeur de cabinet? Khassimou Dia? C'est Khassimou Dia. Omar Khassimou Dia, oui. Khassimou Dia. Et Daniel Kabou, on se connaissait, on habitait pratiquement la même rue, la rue Carnot, là. Hein? Ici, on habitait la même rue et on se connaissait comme ça, vaguement. Et on a consolidé notre amitié. Quand on est revenu ici, on l'a considéré comme notre ancien. Daniel était notre ancien. Et la règle était... Il a été le premier Sénégalais gouverneur de région pendant la loi cadre. Ah oui, il a été le premier, à Saint-Louis notamment. Notamment, oui. Au crépuscule de la loi cadre vers 59. Voilà, il a été agressé là-bas. Violemment, oui. Ça a été son premier contact avec les réalités du pays. Mais on est choses, on est amis. À propos d'Abdou Diouf, qu'est-ce qui a bétonné votre amitié? Est-ce l'épisode de l'avion qui est tombé au large de Dakar? Parce que vous racontez ça dans votre livre. Moi je dirais c'est Dieu. Parce qu'on ne se connaissait absolument pas. On ne se connaissait absolument pas. Mais l'épisode de l'avion a joué aussi. Comment? L'épisode de l'avion qui est tombé, qu'il devait prendre. Ah, ça c'est une affaire dont on parle, mais je n'aime pas trop en parler parce que il y a un côté... Mais vous en avez parlé dans le livre. Oui, mais rapidement. C'était un moment absolument triste parce que il y avait mon frère, Mohamed, qui faisait ses études de notariat en France en même temps que nous. Et on avait fini nos études en même temps et on devait rentrer au Sénégal. Et Abdou et moi, nous avions terminé à Kolo, nous avions nos diplômes et on devait rentrer. Alors, moi, j'ai dit à Abdou, en insistant lourdement, et Abdou est revenu là-dessus dans son ouvrage. Mais maintenant, on est fonctionnaire. Et on voyage en première classe. On n'a qu'à repartir en bateau. Comme ça, on a 4-5 jours, n'est-ce pas, à bord, etc. Abdou était hésitant, mais j'ai tellement insisté que finalement, il dit, bon, d'accord, on va retourner en bateau. Pendant ce temps-là, mon frère, Mohamed, nous disait, vous là, les jeunes là, hein, allez, oust, vous voulez moi, je viendrai vous accueillir. Je prends l'avion. Je prends l'avion. Oui, et c'est cet avion qui a crashé. Qui est tombé au large de Dakar. Oui. Avec à bord d'ailleurs David Diop. David Diop était auteur de l'Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers. David Diop était un ami à moi aussi. Il devait regagner la Guinée. Nous étions à la cité universitaire d'Antony. Il habitait l'étage de dessus et moi en dessous. Et on se voyait souvent, on parlait souvent. Et comme c'était un bon poète, un grand poète même, on discutait. C'est le frère de l'autre, Christian. Oui. Christiane, l'épouse d'Alun Diop, présence africaine, et de Suzanne aussi. Oui. C'est un homme formidable. C'était un homme formidable, etc. Et on était amis et tout, etc. Et il avait de grandes... Mais un peu trop idéaliste, parce que quand il a été en Guinée chez Sékou Touré, après il était désabusé. Hein? Parce que la tournure prise par la révolution guinéenne l'avait complètement... Il y avait de quoi. Absolument. Il y avait de quoi. Il faisait partie de tous ces jeunes Africains qui, au moment de l'indépendance, de Sékou Touré dans les conditions que vous connaissez. Les Joseph Kizerbo et tout on ça. Dit, bon, ils ont dit, bon, on va aller donner un coup de main là-bas, puisque la France retirait son assistance technique en Guinée. Ils sont allés, moi j'ai failli y aller à ce moment-là. Ah bon? Oui, j'ai failli y aller. J'étais secrétaire général de la FINAF à ce moment-là. Et alors j'ai dit, mais c'est pas Qui était à l'époque le président? Charles Diané ou c'est avant Charles Diané? Non, c'était, comment il s'appelle, le docteur, qui est le docteur ici, là, et qui est décédé d'ailleurs. Docteur, comment il s'appelle? Abdoulaye Ly, non. Hein? Abdoulaye Ly. Non, c'était pas Abdoulaye Ly. Abdoulaye Ly, c'était avant... Un Sénégalais ou un Béninois? Sénégalais. Non, bon, un Sénégalais. Hein. Comment il s'appelait, il est décédé. Il est décédé, Naïssa, le pauvre.
Et bon, c'est lui qui était le président et moi, j'étais secrétaire général. Ah, d'accord. Donc, on a dit, bon, mon frère a craché ici, et ça, c'est une chose que j'ai portée à moi-même. Et à mon retour, j'ai commencé à travailler aux affaires étrangères comme directeur de cabinet. Oui, on y arrivera. Bon. Alors, on constate que la politique, monsieur le Premier ministre, est le cimetière des amitiés. Alors, la politique a englouti beaucoup d'amitiés. Hein? De Gaulle, Jacques Soustel, Mamadou Dia Senghor, Ben Bella Boumedienne, Sankara Blaise, etc. Mais qu'est-ce qui explique votre longévité amicale avec Abdou Diouf? C'est que la politique ne l'a pas englouti, cette amitié-là. Vous avez une bonne formule. La politique, c'est le cimetière des amitiés. Le cimetière, ouais. Mais c'est vrai, si vous ne faites que de la politique, si vous ne faites que de la politique et que vous êtes concurrent, voilà, oui. Et entre Abdou et moi, il n'y a pas eu de concurrence. Absolument. Il n'y a pas eu de concurrence, il y a eu des relations d'amitié, on parlait de tout et de rien. Alors à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de jalousie de ma part vis-à-vis d'Abdou. Oui, mais monsieur le Premier ministre, votre amitié avec le président Diouf n'est pas morte, elle n'a jamais été engloutie par la politique, mais elle a enregistré aussi des fêlures. Bien sûr. Je pense à l'épisode de votre présidence abrégée à l'Assemblée nationale. Alors ça, c'était une fêlure quand même. Là, vraiment, je raconte ça dans mon livre, comment les choses sont passées. Je dois vous dire que je suis un homme de refus. Absolument. Quand on veut m'imposer des choses que j'estime ne pas devoir faire, je refuse toujours. Mon père m'a éduqué dans ce sens-là. Et jusqu'à présent, c'est ça. Quand on veut m'imposer des choses que j'estime non valables pour moi, je dis non. Bon, et c'est ça. Et quand il y a eu tout ce montage-là à l'époque, paix à son âme. J'en connais. Exactement. Moi, je refusais. Ce que d'autres acceptaient. Mais justement, comment avez-vous réussi cette prouesse-là? Être l'ami d'Abdou Diouf, qui lui était l'ami de Collin, qui n'était pas votre ami. C'était pas facile à vivre, ça. L'explication est simple pourtant. Collin est sorti de l'École nationale de la France d'outre-mer. Effectivement. Il était notre aîné, oui. à Abdou comme à moi-même. Absolument. Et quand nous sommes rentrés, Abdou et moi, ici au Sénégal, pour travailler, on avait d'excellentes relations. Et vous avez trouvé Collin déjà sur place? Il est déjà sur place. Et on s'invitait réciproquement dans nos maisons. Donc au départ, c'était bien? On avait de bonnes relations. Et ces relations se sont brisées. Je ne veux pas dire dans quelles conditions, parce qu'il est décédé. Et toutes les choses n'étaient pas à son avantage, à mon avis. Bon, non, mais par la bande, par Ouédir, et pour la petite histoire, j'ai appris que vous avez eu à corriger 5 ou 6 fautes dans un document qu'il avait écrit, et qu'il en a été choqué, non? Vous êtes bien informé. C'est ça qui a brisé notre amitié, parce que... Mais ça, c'est un détail, ça, monsieur le Premier ministre. Rien du tout. Alors on travaillait sur un texte, et puis effectivement, il y avait quelques fautes là et tout. Et moi, j'ai vu, j'ai dit, Jean, tiens, là. Il s'est arrêté, il m'a regardé, et son visage s'est transformé. Il a rougi, et visiblement, il était en colère. Et je ne comprenais pas. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et puis, par la suite, j'ai vu que ça, il m'en a voulu. Ah oui. Il m'en a voulu. Quoi, le nègre là? Jusqu'au terme de sa vie, d'ailleurs. Hein? Ah oui. Quoi, le nègre là qui veut m'apprendre le français? Alors ça ne pouvait pas passer. Mais moi, là, je m'en foutais comme de l'an 40. Mais il paraît que vos rapports ont été exécrables au point de déboucher sur une gifle que l'un aurait administrée à l'autre. Ou bien ça, c'est des histoires. Des quoi? Une gifle. Non. Non. Pourtant, on en a parlé. La rumeur en a parlé. Ça, on a raconté des histoires. On a été à 2 doigts. À 2 doigts. À 2 doigts. D'une bagarre, mais pas... Ça chauffait, mais on n'est pas arrivé à la gifle. Non. Ah oui. Ah... Non. D'accord. Non. Alors, nos relations étaient exécrables, effectivement, comme vous l'avez dit, mais il y a eu... Avant ça, on avait eu d'excellentes relations. Mais comment avez-vous pu gérer ça? Parce que Diouf est son ami, vous êtes l'ami de Diouf, et vous ne vous entendez pas. C'est ça, parce que Diouf me connaissait, il connaissait Jean Collin aussi. Mais Diouf n'a jamais basculé? À un moment donné, on pensait qu'il avait pris fait et cause pour Collin. C'était pas ça, il y avait Senghor aussi.
Ah ouais, Senghor. Senghor, c'était le beau-père Le Collin. de Colin. Donc il n'y avait pas seulement Abdou Diouf, moi et Colin, il y avait Senghor aussi. Oui, il y avait Senghor aussi. Alors il faut mettre Senghor dans le triptyque. Donc Abdou était condamné à l'équilibrisme. Un peu, et puis en plus, Abdou était Premier ministre de Senghor. Moi, j'étais son ami. Et plus d'une fois, j'ai eu envie de dire, bon, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. Abdou m'a dit non, il n'est pas question. Et je suis resté à cause de ça. Alors, à la différence des administrateurs civils Abdou Diouf, Daniel Kabou, Cheikh Hamidou Kane, Babacar Ba, vous n'avez jamais été nommé gouverneur ou préfet. C'est les aléas de la carrière ou bien vous avez... Il s'en est fallu de peu. Ah bon? Il s'en est fallu de peu parce que autour de Mamadou Dia, il y avait des gens qui disaient ces jeunes-là qui sont rentrés, ils occupent des postes, on leur a donné des postes très importants, et nous qui avons trimé depuis je ne sais combien de temps, nous sommes là et ce n'est pas normal. Donc ces jeunes-là devraient aller à l'intérieur pour faire leurs armes. Alors ils ont monté, je ne dis pas un complot, mais enfin, une opération consistant à nous balancer tous à l'intérieur du pays. Et Doudou Thiam, qui était mon ministre, moi j'étais directeur de cabinet de Doudou Thiam, Effectivement. a été au courant. L'opération de nomination à l'intérieur du pays était prévue pour le Conseil des ministres qui devait se tenir quelques jours après. Quand il l'a su, il a été voir le président Senghor en lui disant ah non, moi, ces jeunes-là, je les ai suivis quand ils faisaient leurs études et il n'y a aucune raison pour qu'on vienne ensuite me les prendre. En tout cas, mon directeur de cabinet, je ne le laisse pas. Et c'est ce qui a fait que Senghor a dit bon, Habib, on le laisse. C'est ainsi que je suis resté avec Doudou Thiam, alors que tous les autres avaient été envoyés à l'intérieur. Donc un administrateur civil qui n'a jamais administré une région ou un cercle? Non, je n'ai pas administré une région, mais j'ai administré un ministère. Bien entendu, dans l'administration centrale. D'ailleurs, après avoir évolué dans l'administration centrale, vous avez atterri au plan en remplacement de Cheikh Hamidou Kane. Puis à l'économie rurale. Exactement. En qualité de ministre, en tout cas de membre du gouvernement, secrétaire d'État, ministre, etc. J'étais ministre du développement rural. Développement rural. Alors, et comment vous trouvez la carrière ministérielle? Exaltante ou éprouvante? Oh, moi je pense que c'est une carrière extrêmement difficile. Parce que d'abord, il faut avoir la vocation de dire que je vais travailler pour mon peuple. Ça ne court pas les rues. L'amour du service public. Parce que quand vous n'êtes pas prudent, ça vous gonfle la tête. Absolument. Ça vous gonfle la tête et vous commettez des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Ça arrive, ça. Très bien. Il y a ça. Il y a beaucoup d'autres éléments. Vous savez, quand vous avez des gens autour de vous, des politiques, il y en a toujours qui tirent à U et à Dia, c'est le cas de dire. Exactement. Qui tirent à U et à Dia, et voilà, le conflit est né. Senghor et Dia étaient des grands amis de longue date, mais ils ont réussi à détruire cette amitié entre ces deux hommes-là. Absolument. Et ils n'ont pas été, Senghor comme Mamadou Dia, à la hauteur pour surmonter cette difficulté. Alors qu'Abdou Diouf et moi, nous avons surmonté ces difficultés-là. Nous les avons eues. Ils ont tout fait pour saboter notre amitié. Exactement. Mais il a fallu qu'on prenne vraiment sur nous. Parce que c'est pas drôle. Vous l'avez dit, vous avez été ministre du Développement rural. Mais vous l'avez été aussi au moment où Jacques Mimran, le père de Jean-Claude, arrive de Madagascar, renvoyé par le général Gabriel Ramanansou, qui était le chef de l'État malgache. Alors, son implantation à Richard Toll a été encouragée, semble-t-il, par le président Senghor, qui était plus ou moins son ami. Alors, quel fut votre rôle dans la signature des contrats léonais qui offrent à la CSS le monopole du sucre? Je n'ai pas joué un rôle dans la signature des contrats. J'ai signé un rôle en tant que ministre du Développement rural chargé de l'agriculture. Et Dagana, c'était votre fief politique aussi? C'était mon fief politique. Et c'est là où l'on devait implanter la canne à sucre. Et les gens... Et vous avez visité les lieux plusieurs fois?
Moi, je me souviens, une fois, vous m'avez trouvé sur le terrain. Voilà. Mais à l'époque, j'étais étudiant. Voilà. Et c'était mon fief, en quelque sorte. Et Senghor nous avait dit, à Abdou, à moi, à d'autres, Cheikh Hamidou Khan, Babacar Ba, comme on vous fait la place étroite dans le parti, retournez dans vos gox et montrez que vous êtes à la hauteur, que vous pouvez être des leaders politiques. Donc, de façon plus appuyée sur la CSS, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, Abdou est allé à Louga et moi je suis allé à Dagana pour essayer de remettre le parti en ordre. Ce que nous avons réussi l'un et l'autre d'ailleurs. Mais pour la CSS, les autres là, une certaine lobby Ça français, se passait au-dessus de votre tête ou quoi? Vous étiez ministre. Qu'est-ce que il y avait un lobby français qui était déjà implanté ici et qui faisait non pas du sucre, mais qui faisait de l'agglomération. Ils importaient du sucre de Madagascar qui passait à Marseille et qui venait au Sénégal et ils transformaient ça en morceaux. Et ce sont ces morceaux-là qui étaient vendus au Sénégal. Et Abdou, comme moi-même, Senghor, on a dit non, nous sommes les principaux consommateurs de sucre, il n'y a aucune raison, le pays pouvant produire du sucre, qu'on continue à importer du sucre, ils viennent de Madagascar, Marseille et puis du Sénégal. Mais le lobby français qui était là ici, la CAPA, a fait barrage. Grand barrage, jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale française. Et Senghor était en partance pour le Sénégal. Et à ce moment-là, il a été avisé par Mitterrand, qui était son ami. Jacques Mitterrand, oui. Le père de Jean-Claude. Qui lui a dit, attention, la question du sucre au Sénégal va être discutée à l'Assemblée. Alors il faut faire attention. Et Senghor a remis son voyage à plus tard et aller à l'Assemblée se battre pour l'implantation du sucre au Sénégal, avec des arguments. Il est allé à l'Assemblée nationale française. Française. Pour discuter avec les députés. Oui. Français, toujours. Français. Et puis, parce que les gens de la CAPA avaient des gens à eux. Avaient miné le terrain déjà. Oui, avaient miné le terrain et ils avaient des gens à eux dans l'Assemblée française. Senghor est revenu et a défendu l'implantation du sucre au Sénégal. Et moi, j'étais ministre du Développement rural. Très bien. En tant que tel, je me suis battu aussi pour l'implantation. Et vous ne pouvez pas imaginer les pots de bananes que nous avons eus, parce que ces gens-là disaient qu'on ne peut pas faire du sucre là-bas, à Richard-Toll. S'ils font du sucre, ce sera le sel à sucre qu'ils vont faire là-bas. Là. Donc un sucre de piètre qualité. De piètre qualité, et puis ils disaient que ça ne poussera pas. Moi, j'étais convaincu que ça pousserait. Et on a eu de graves difficultés parce que nous souhaitions que le projet soit financé par le FED, le Fonds européen de développement. Le développement, oui. Et là-bas, le terrain avait été miné aussi. Et le projet ne passait pas. Et un beau jour, Senghor m'a dit, bon, écoute, il faut aller à Bruxelles, défendre ce dossier-là et discuter avec Ferrandi, qui est le directeur du FED. Effectivement, oui. Et je suis allé voir Ferrandi, qui était notre ancien. Il a fait l'INFOM aussi. Oui, bien avant vous, bien avant nous. Il est beaucoup plus âgé que nous. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, bon, au lieu de faire un débat là, entre les deux délégations, je t'invite à un dîner et on va discuter d'Omarom. Je dis, bon, d'accord. Et on a eu une discussion d'Omarom. Et il a sorti tout ce qu'il avait dans le ventre en me disant, moi, j'ai mes deux enfants, qui sont enterrés au Sénégal. Il me dit, comment voulez-vous
avec ça, avec ces liens-là, que je puisse torpiller un dossier du Sénégal. Oh, extraordinaire. Ah oui. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, bon, Jacques, sans se tutoyer, je lui ai dit, Jacques, je comprends ta douleur. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un projet du Sénégal, pour le Sénégal, où tu as travaillé. Et si demain, n'est-ce pas, on arrive à réaliser ce projet, ce sera tout à ton honneur et tout à notre honneur. Il m'a regardé, il m'a dit, bon, tu peux repartir et dire qu'on va financer. Et maintenant, quand on est arrivé à la phase des contrats, vous avez été évincé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, ça ne me regardait pas. Moi, je n'avais pas à discuter du contrat. Moi, j'avais à faire en sorte que la canne puisse pousser. Et pour ça, il fallait planifier le terrain de Richard Toll. Il fallait amener l'eau, il fallait dessaler là où il fallait dessaler, et il fallait mettre en place une usine, etc. Ça, c'était mon rôle. Mais le problème, c'est que le monopole de la CSS fait jaser. Parce que justement, il y avait des lobbies qui étaient contre, qui ne voulaient pas que nous fassions du sucre au Sénégal. Mais aujourd'hui, le lobby est sénégalais, lui, n'a quoi? Avant, c'était un lobby français, mais maintenant aussi, il y a un autre lobby qui s'attaque à la CSS. Mais c'est toujours comme ça. Quand un projet est réalisé et fait de l'argent, il y a toujours d'autres qui disent « Ah, mais nous aurions pu ». Alors, ils font tout, n'est-ce pas, pour casser ce projet-là. C'est ça. Et c'est cette bataille qu'on retrouve un peu aujourd'hui. Il y a quelque temps, on disait qu'on allait faire du sucre. Donc vous êtes l'avocat de la CSS? Moi? En tant que Daganois ou quoi? Non. Je n'ai été l'avocat de personne. Je suis l'avocat de mon pays. Justement. Et je vois ce qui me paraît valable pour mon pays. Faire du sucre ici au Sénégal, ça me paraissait une chose tout à fait valable pour le développement de mon pays, au lieu d'avoir à importer du sucre qui a été fabriqué, planté à Madagascar, passé à Marseille pour revenir ici. Absolument. Alors c'est cette bataille que j'ai menée. Cette bataille, je l'ai menée, et soutenue par Senghor, et soutenue par Abdou Diouf aussi. Voilà, c'est cette bataille-là qu'on a menée et qui a fait que par la suite, on a eu pas mal d'ennemis. Mais parallèlement à votre carrière de haut fonctionnaire, puis de ministre, vous mouillez le maillot aussi dans l'arène politique. Pour vous, la politique, parce que vous êtes allé à Dagana, prendre le contrôle du bastion de Makassar, ce qui n'était pas très facile, parce que Maka aussi avait un ancrage politique très poussé. Et comment ça s'est passé? Makassar, je vous l'apprends, était mon oncle à moi. C'était un oncle, c'était un Walo-Walo. Et moi-même, je suis Walo-Walo et fier d'être Walo-Walo. Effectivement. Bon. Et quand Senghor nous a dit, les jeunes que nous étions, puisque on vous fait la place étroite, retournez dans vos gorges et montrez que vous êtes capable de diriger le parti. Abdou est allé à Louga avec les histoires qu'il a eues, que vous connaissez. Absolument. Et moi, je suis allé à Dagana. Quand je suis allé à Dagana, j'ai trouvé une situation invivable. Parce qu'il y avait deux clans. Ceux qui étaient avec Maha et ceux qui étaient contre Maha. Et tous ces gens-là étaient des parents. À telle enseigne que quand il y avait un décès dans un clan, les autres n'allaient même pas présenter leurs condoléances. Une vraie fracture. C'est une vraie fracture et ça, c'était impensable. Quand je suis arrivé là, j'ai constaté et j'ai dit à mes parents là-bas, j'ai dit, écoutez, moi, je suis votre fils. Si je viens ici pour militer, c'est pour qu'on travaille ensemble pour que notre pays, notre gorge se développe. Mais si c'est pour vous bouffer les uns les autres alors que vous êtes des parents, ça ne marche pas. Au début, c'était dur, très dur, parce qu'il y avait les deux clans qui étaient comme ça, etc. Il y avait même un jour un meeting où j'entrais dans un chose, où on devait faire un meeting. J'arrive, il y en a un qui me prend par là, et l'autre qui me prend l'autre bras, qui me tirait, parce qu'ils avaient constitué un meeting là et un autre meeting là-bas. Et comme c'était sur la base d'une division entre Peul et Wolof, aussi. Moi je suis Wolof, j'ai dit à mes amis Wolof qui étaient là, écoutez, nous allons d'abord aller chez les Peuls. On y est allé, en marchant, entre les deux meetings.
Et quand je suis arrivé là-bas, avant même que les gens ne prennent la parole, je prends la parole moi-même. Je dis, écoutez, vous voyez, moi je suis Wolof. Je viens ici chez les Peuls d'abord. Pour tout simplement vous rendre hommage, pour vous dire que vous êtes du pays. Vous êtes membre du pays et que ça ne vaut pas que vous vous battiez avec vos parents Wolof qui sont de l'autre côté. Moi je suis Wolof. Comme ça, alors j'ai fait mon topo sur ces bases-là. Donc Et puis, quand j'ai terminé, j'ai dit maintenant ce que je vous demande, puisque moi je suis venu moi, vous voir, je vous demande maintenant de m'accompagner pour qu'on aille à l'autre meeting là-bas, trouver nos parents du parti qui sont de l'autre côté. Et on a marché du village Peul là, qui était là, près de Richard-Toll, on a marché jusqu'au meeting des Wolof. Et on est allé chez les Wolof et on a tenu notre meeting. Ça a été formidable. La conséquence de tout ça, c'est que quand je suis arrivé à Dagana, le parti... Mais Maha vous a fait place nette ou il vous a combattu ou non? Non, Maha a été mon oncle. Donc il n'y a jamais eu de tiraillement entre vous? Non, il n'y a pas eu de tiraillement. Il y a eu des gens de Maha qui auraient voulu qu'il y ait Ah des oui, tiraillements. mais il n'y en a pas eu. Mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Et on est donc allé. Et quand je suis arrivé à Dagana, le parti plaçait 5000 cartes. 5000 cartes. Quand j'ai quitté Dagana pour venir à Dakar, nous placions 30 000 cartes. Voilà. Un vrai boom, quoi. Un vrai boom. Voilà le résultat. Et en plus, l'unité. Dans l'unité. Dagana était un endroit imprenable par l'opposition. Oui, un bastion, absolument. Alors, ils ont tout fait, mais bon. Mais en dépit de vos performances, Senghor vous débarque, vous décharge de vos responsabilités ministérielles et vous oriente vers l'Assemblée nationale. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'entente entre Jean Collin et moi. Tout court. C'était ça. Et je refusais, moi, de baisser la tête devant Jean Collin. Il n'y a pas eu de problème de gestion? Non, parce qu'à l'époque, la rumeur avait parlé de l'affaire de la SATEC. C'est de la foutaise. Oui, on invente toujours quelque chose contre quelqu'un. Absolument. C'est la haute foutaise. La preuve, la preuve c'est qu'à un moment donné, ils ont voulu prendre Doudou Sarr, qui était directeur général de l'ONCAD, effectivement. pour le mettre en prison. Ils l'ont mis en prison. Ils ont tout fait pour qu'il vous dénonce. Pour qu'il vous mouille, quoi. Pour qu'il me mouille. Doudou Sarr a dit non, je refuse. Mais ça, c'est des méthodes staliniennes, ça. Un peu comme ce que faisait Sékou Touré, d'ailleurs. Alors Doudou Sarr a refusé. Et j'ai gardé toute mon amitié à Doudou Sarr, jusqu'à sa mort. Bon. Et il leur a dit non, je regrette. Donc vous ignorez le découragement, vous allez à l'Assemblée nationale, vous avez servi le parti avec ardeur et même brio. En tant que président du groupe parlementaire, vous avez endigué Abdoulaye Wade et le PDS. Ce qui veut dire que vous ignorez le découragement malgré la destitution, malgré mais moi, les hauts et les bas d'une carrière. Mais moi, j'étais sportif, moi. Ah oui, donc préparé. J'étais champion de France du 200 mètres, et du 400, du 200 mètres. 2 fois, je l'ai été. Et j'ai été 12 fois dans l'équipe de France d'athlétisme. J'ai connu toutes les avanies possibles. Mais j'ai toujours résisté. J'ai appris à résister. Et en plus, je pourrais ajouter que quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la boxe aussi. Ah, d'accord. Bon, donc l'endurance, vous connaissez. J'étais endurant et je prenais les coups, mais je les rendais. C'est ce qui faisait que les gens considéraient que j'étais un type impossible. Le président Senghor disait d'ailleurs en politique, il faut endurer pour durer. Voilà. il avait raison. Il faut endurer pour durer. Et un jour, j'étais en train de discuter avec Senghor, parce que j'avais eu un clash avec Colin. Je suis venu voir Senghor, je lui ai dit, Monsieur le Président, voilà. Moi, je sais que Colin, c'est votre neveu. Il a épousé votre nièce. Mais c'est un monsieur qui est impossible. Lui, il travaille pour lui-même. Moi, je travaille pour vous, pour notre pays. Et ces méthodes-là, je ne les approuve pas. Senghor me regarde comme ça. Il me dit, écoute-moi bien, Habib. Tout ce que tu peux me dire sur Colin, je le sais mieux que toi. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je suis désarmé. Parce que quand Senghor lui-même me dit, je connais cet homme-là mieux que toi, je ne pouvais pas être plus roi que le roi. Et à partir de ce moment-là, je dis bon. Et puis de l'autre côté, il y avait Abdou aussi, qui poussait pour que je ne parte pas, parce que je voulais partir. Vous avez lu les mémoires de votre ami Abdou Diouf. Oui.
Comment vous les trouvez? C'est des mémoires élaguées? Ce sont des mémoires complets? Quelle est votre Le appréciation? bouquin est là d'ailleurs. Oui, oui. Le bouquin est là, je ne sais pas. Abdou, il a tout dit ou il n'a pas tout dit? Non, il n'a pas tout dit. Il n'a pas dit. Dans un bouquin, dans un livre comme celui-là, comme le mien, on ne dit pas tout. On extrait tout simplement les choses qui vous Et paraissent. pourtant, il y a eu un tollé. Autour du livre d'Abdou Diouf, il y a eu un tollé. Les Ibader Thiam et tant d'autres ont tapé sur la table. Les Mbaye Jacques Diop, que Dieu ait son âme. Vous savez, quand vous écrivez, vous avez des gens qui sont avec vous, qui applaudissent. Et les gens qui sont contre vous, qui n'applaudissent pas, qui vous tapent dessus. Il faut accepter la règle. Si, parce que vous avez écrit un bouquin, vous répondez à tous les gens qui vous critiquent, vous êtes foutus. Parce que vous ne pouvez pas répondre à 1000 personnes. Vous prenez vos responsabilités. Dès l'instant que vous voulez écrire, bon, écrivez ce que vous voulez. Et vous prenez vos responsabilités. Mais il y a un fait à propos justement de ces années Abdou Diouf et de ses mémoires assez obscur qui n'est toujours pas élucidé. La tentative de coup d'État dont on avait parlé à l'époque et dont Abdou Diouf aussi a parlé. Le coup d'État du général Tavares de Souza. C'était une fable de La Fontaine ou c'était une vérité? C'était pas une fable. Je peux tout simplement vous dire ça, mais pas plus. Mais pas plus. C'était pas une fable. C'était une réalité. Ah bon? Oui. Mais ça allait être un cauchemar pour le Sénégal. Mais je vous dis, il y a la règle Mounioussam. Il y a la règle Mounioussam. C'est pourquoi quand vous êtes dans un gouvernement, il faut faire attention à beaucoup de choses. Parce que pour quelqu'un qui connaît l'armée sénégalaise, pour quelqu'un qui connaît la minorité ethnique à laquelle il appartient, est-ce que toute l'armée allait marcher? On allait somaliser le Sénégal? Mais vous ne pouvez pas me demander de répondre à cette question-là. Parce que je ne sais pas quelle est l'opinion de la majorité des Sénégalais. Je ne sais pas. Mais comment vous avez géré ça au point de surmonter ce gros danger? Mais c'est Abdou Diouf qui a géré ça. Ah non, mais vous en tant que Premier ministre, En tant que patron du gouvernement j'ai participé et du renseignement. J'ai participé à la gestion des choses. Mais maintenant, je me tais. du ma nettali lu ma xam waxoon la ko sànq du ma wax lépp li ma xam parce que c'est kooku à ce moment-là dara doxatul. Je ne suis pas un historien, je suis un politique. Faut pas l'oublier. Absolument, absolument. Si je devais écrire un livre d'histoire, je pourrais écrire. Mais vous étiez aussi aux affaires au moment où deux événements de taille ont été enregistrés. Le conflit avec la Mauritanie et la crise casamançaise qui était à son paroxysme avec Babonda, Medina Mankagne. À un moment donné, vous n'avez pas eu peur pour le destin du Sénégal qui était en train de vaciller un peu là, aussi bien au sud qu'au nord? Moi, je vais vous dire, Justin, Oui. je vous ai dit tout à l'heure que je suis croyant. Du lit pire là. Ouais. Vraiment. Ouais. Je suis resté 10 ans en France, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Absolument. Ma lecture préférée, mes lectures. C'est le Coran. C'est ça, le Coran. Le Coran là-bas et tout ça. Et ce que Papa Abdoulaziz m'a donné, et les conversations que j'ai pu avoir avec lui. Quand vous gouvernez, il y a des moments où effectivement c'est très dur. C'est palpitant. Palpitant, c'est un mot faible. Faible. C'est pas ça. C'est pire que ça parce que vous savez qu'à un moment donné, tout peut basculer et que vous-même, vous pouvez être tué. Absolument. Mais vous l'acceptez. Vous dites, c'est mon destin. Je suis croyant. Si ça m'arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Et avec les deux crises, vous étiez dans cette situation-là. Les deux crises, Mauritanie et Casamance. En Mauritanie, j'étais en plein dedans. J'étais en plein dedans, mais je n'étais plus dans le gouvernement. À quel titre alors? Comme médiateur? Non. J'étais tout simplement l'ami intime de Lionel Jospin, qui était Premier ministre à ce moment-là. Oui, oui. Moi, j'étais PCA à la B6. Et les Maures étaient en train de massacrer les Sénégalais là-bas. Ils en prenaient quelques-uns et ils les mettaient dans les fous. Et qu'est-ce que vous avez pu faire en liaison avec Jospin? J'ai dit à Lionel, voilà, la situation est catastrophique chez nous. Je lui dis, je ne suis plus membre du gouvernement, tu le sais d'ailleurs. Il nous faut évacuer rapidement tous les Sénégalais qui sont en Mauritanie et par avion pour qu'on les ramène au Sénégal.
de manière qu'ils ne soient pas massacrés là-bas. Oui, mais ce ne sont pas des avions français qui ont volé, c'est des avions marocains et algériens. Écoutez. C'est la France qui les a actionnés. Justin, je ne vais pas aller dans le détail de ces choses-là. Parce que à la fin, vous allez me double. Avec qui on a fait ça? Tout ce que je sais, tout ce que je peux vous dire, c'est que le lendemain, les avions étaient là-bas et ont évacué les Sénégalais. Voilà. Et si ça n'avait pas été fait... Et l'opération Gabou, l'intervention de l'armée sénégalaise en Guinée-Bissau, vous avez poussé ou vous n'avez pas poussé? Où ça? Quand l'armée sénégalaise est intervenue en Guinée-Bissau pour remettre Nino en place. Nous avions passé un accord avec Nino, avec le gouvernement de Nino. Oui. Le Sénégal avait passé un accord avec. Et il y a eu un coup d'État qui était en cours. Effectivement, voilà. Et Nino nous a demandé de les aider, d'appliquer l'accord qu'on avait passé. Oui. C'est tout. Mais c'était un pari aussi, c'était du poker, c'était risqué aussi. Mais non, mais c'est pas un poker. Sur le plan militaire, sur le plan politique, il y a un accord, mais sur le plan militaire, on n'est jamais sûr de rien. Hein? Ah, justement. Et c'est pourquoi il faut, quand vous gouvernez, vous mettre dans une position qui est telle que vous ne pouvez pas être surpris. Quand vous avez autour de vous des amis, pas de problème. Mais si vous avez autour de vous des gens qui sont capables de vous trahir ou bien de vous mettre un couteau dans le dos, vous devez prendre vos précautions. Je ne sais pas si vous avez fait attention au défilé du 4 avril dernier. C'est exact. Avec le volume des moyens militaires, là. Exactement, qui ont été montrés. Oui. Jamais le Sénégal n'avait fait ça. Absolument. Hein? Bon, ça montre à tous nos voisins, etc., qui ont des idées de travers, doivent se dire, attention. Monsieur le Premier ministre, on va terminer par cette question. Naturellement, elle mord un peu sur l'actualité, mais sans nous mettre pleinement dans l'actualité. Vous qui êtes socialiste, jusqu'à la moelle épinière, comment vivez-vous la crise qui met en lambeau le PS? Je trouve que c'est la plus mauvaise des choses que le parti, n'est-ce pas, soit divisé. C'est pire que la défaite de Diouf en 2000? Non, ne faites pas ce genre de comparaison-là. Parce que des situations qui sont très différentes, en des moments différents, on ne peut pas les juger comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, le PS en lambeau? Non, je ne dirais pas ça. Le PS reste toujours un parti. Il y a des disputes, il y a des rivalités. C'est exact. Ça a toujours existé. C'est vrai. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Maintenant, la question est que le PS surmonte ces difficultés comme les autres partis. Les autres partis ont leurs problèmes et leurs difficultés. Tous les partis ont ces difficultés-là. Il s'agit de savoir comment les surmonter et faire en sorte que le parti continue d'être uni. Parce que dès que le parti éclate, c'est fini, il n'y a plus rien. Tous les pays en Afrique qui ont eu des problèmes, mais c'est parce que les gens qui gouvernaient à un moment donné ont fini par se disputer entre eux. Mais aussi longtemps qu'il y a l'unité, sur certaines bases. Justement, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, vous parlez de base, le problème qu'on a aujourd'hui, est-ce que le parti doit garder sa vocation de parti disposé à reconquérir le pouvoir, ou bien il doit être abonné définitivement à la coalition? Là, vous me posez aussi une autre question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce que vous n'êtes plus dedans. Parce que ça dépend de tellement de circonstances. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'un homme comme Macky mérite qu'on l'aide dans son travail pour le Sénégal. Mais avant d'aider Macky, vous ne pouvez pas aider votre parti à se ressaisir et à se redresser? Vous qui êtes une icône? Vous savez, moi, j'ai occupé plusieurs postes dans le parti. Je connais le parti, je connais les hommes du parti. Je souhaite que le parti maintienne son unité, mais ne se dispute pas. Mais dans votre livre, vous dites que vous n'avez pas empêché le départ de Djibo. Vous avez voulu l'empêcher. Vous voulez empêcher quoi? Le départ de Djibo. Ah non, j'ai pas dit ça. Djibo est parti. Djibo est parti. À un moment donné, moi j'estime que quand quelqu'un, à un moment donné dans un parti dit, moi, je n'en suis plus, je pars. Pourtant, vous avez poussé Mayoro Wade à faire la médiation à l'époque. Ah oui, parce que Mayoro, c'est mon neveu. Oui, mais je vous dis, ça n'a pas abouti la médiation. Mais c'est pas parce que c'est mon neveu qui va réussir.
Non, pas lui le médiateur en tant que tel, mais votre poids. Vous n'avez pas pesé de tout votre poids pour que le PS soit sauvé? Parce qu'on ne vous écouterait pas? Non! Parce que je sais que la position des uns et des autres est telle qu'il n'y a pas de position, il n'y a pas de possibilité de souder les choses. De recoller les morceaux. Ouais, on ne recolle pas les morceaux à n'importe quel prix. Parce que plus vous essayez de recoller les morceaux, plus l'autre, comment dirais-je, monte la... N'empêche, vous êtes socialiste devant l'éternel, vous serez toujours socialiste. Moi, je suis socialiste, bien entendu. J'ai vécu avec les socialistes et quelques-uns de mes meilleurs amis sont des socialistes. Pas seulement au Sénégal, mais aussi dans le monde. Dans le monde. Même Madame est socialiste, non? Oui, parfait. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame est socialiste, oui. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci. C'est pas par hasard. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Madame est socialiste. Effectivement. Ok, je crois que c'est fini maintenant, parce que ça, on en a assez.